Nous allons dans ce chapitre parler de ce qui est nommé les annexes fœtales, à savoir les membranes fœtales, le cordon ombilical et le liquide amniotique. Nous allons d'abord revoir comment se forme la cavité amniotique et comment sa formation va participer à la mise en place d'une des deux membranes. C'est un schéma extrêmement simplifié d'une coupe embryonnaire autour du 12e jour de développement. On n'a pas représenté les syncytiotrophoblastes et la couche externe que vous voyez en violet représente les cytotrophoblastes. Si vous vous souvenez de la mise en place de la partie externe par le trophectoderme, vous pouvez revoir la partie régulation par l'oxygène et vous aurez ainsi une notion de comment sont formés les constituants de la membrane externe. Concernant la membrane interne, vous voyez que le bouton embryonnaire se trouve dans le cellome extra-embryonnaire. Il est recouvert de mésoderme extra-embryonnaire et dans le bouton embryonnaire, on voit déjà à ce stade-là un disque didermique avec en haut des épiblastes et en bas, entre guillemets, de l'endoderme viscéral. Les épiblastes tapissent la cavité amniotique et le plafond, entre guillemets, est représenté par les amnioblastes. La vésicule vitéline primaire puis secondaire est quant à elle tapissée par des cellules qui vont peu à peu dégénérer et vous le verrez se retrouver dans le cordon ombilical. Donc gardez bien en tête que la cavité amniotique est au départ très petite, se trouve au-dessus des épiblastes et qu'au fur et à mesure de la croissance du disque embryonnaire, cette cavité amniotique va se développer. Nous allons d'abord regarder sur le schéma 1 comment les choses se présentent. Donc, le pédicule embryonnaire que vous repérez par rapport à la diapositive précédente, le 4 que nous avons appelé chorion vileux et qui en fait est composé par les cytotrophoblastes et les syncytiotrophoblastes issus du trophectoderme. La cavité choriale qui petit à petit va disparaître et la cavité amniotique, la cavité vitéline primitive sur ce schéma qui reprend une vue un petit peu plus précoce. Et tout ceci va s'organiser dans l'espace. Sur le schéma 2, vous voyez que le disque s'est étendu, s'est replié, et vous avez vu tout ceci normalement dans la partie embryologie. Ceci a entraîné la cavité amniotique sur le dos, entre guillemets, de l'embryon. Et ceci a également provoqué le rétrécissement de la vésicule vitéline primitive et formé la vésicule vitéline secondaire. En A, vous avez le pédicule embryonnaire dans lequel traverse l'allantoïde et en B, le pédicule vitellin. Le cordon et les structures primitives du cordon ne sont pas encore mises en place. Dans ce schéma 2, en 4, on représente le chorion lisse et vous devez savoir pourquoi les villosités ont régressé à cet endroit. Dans le schéma 3, vous avez représenté les 3 pédicules, le pédicule embryonnaire, et vous voyez qu'il s'est allongé et que l'allantoïde ne s'y trouve plus.
le pédicule vitellin, où on a encore des traces de la vésicule vitelline, et enfin, par plicature de l'embryon, on voit apparaître le futur cordon ombilical. Vous voyez également que la cavité amniotique s'est encore agrandie et que la paroi de cette cavité amniotique se rapproche du chorion lisse ou encore chevelu. Sur le schéma 4, on est arrivé à une plicature plus avancée de l'embryon. Ce schéma est censé représenter une coupe à environ 8 semaines de développement. On voit qu'il y a eu une expansion quasi totale de la cavité amniotique et la membrane qui le recouvre, qu'on appelle maintenant l'amnios ou amnion, touche la deuxième membrane avec le chorion lisse ou le chorion vileux. Vous voyez par place la persistance de petits espaces et parfois, plus loin dans la grossesse, ces espaces persistent et sont remplis de liquide et peuvent faire croire à une perte des os, mais en fait, ce ne sera que la rupture d'une poche amnio-choriale, puisqu'elle se trouve entre l'amnion et le chorion. L'amnion étant la membrane qui se trouve border la cavité amniotique et au contact du liquide amniotique, et le chorion étant la deuxième membrane qui est au contact de la décidue maternelle. En C, vous voyez qu'il existe toujours dans ce qui deviendra le cordon ombilical les résidus de la vésicule vitelline ainsi que d'autres structures. Reprenons maintenant les membranes à proprement parler. Il va y avoir une participation de l'endomètre maternel puisqu'il va se transformer en caduc, au pluriel donc. Vous voyez que du côté où l'embryon s'est implanté, l'endomètre va recouvrir complètement l'embryon et on va avoir ainsi deux parties de caduc. La partie 2 que l'on appelle la caduc réfléchie et la partie 3 que l'on appelle la caduc basilaire. À l'endroit où l'embryon ne s'est pas implanté, on voit une transformation de l'endomètre maternel en caduc pariétal. La cavité utérine est en fait sur le schéma représentée par le chiffre 4, alors que sur ma diapo il y a le chiffre 1. Un peu plus tard dans la grossesse, vous voyez la mise en place des deux structures dont nous avons parlé, avec en 7 la cavité amniotique qui est bordée par l'amnion, qui n'est pas représenté ici. En 5 et 6 est représenté le chorion vileux, là où se trouve le placenta, et lisse à l'inverse. Et en 8, je reprends. En 8, les deux caducs, la caduc pariétale et la caduc réfléchie, sont fusionnés. Il faut imaginer qu'en dedans du chorion se trouve l'amnion. Sur cette photo, une coupe histologique, vous voyez les différentes structures dont nous parlons. La décidue maternelle, au-delà des trophoblastes qui forment le chorion, et encore au-delà,
avec seulement une couche d'épithélium amniotique, l'amnios ou amnion, qui est une structure avasculaire et très peu cellulaire. Sur ce schéma, on peut peut-être mieux comprendre ce qui se passe avec, au niveau du cordon ombilical, un développement important de ce qui deviendra le placenta. À la face anti-embryonnaire, une disparition des villosités et un chorion qui va devenir lisse. L'embryon qui porte sur son dos, entre guillemets, la cavité amniotique. Les amnioblastes qui entourent cette cavité amniotique, représentée en B. Et tout autour, l'endomètre maternel avec sa décidue, endomètre transformé, et la nutrition maternelle par les différents vaisseaux qui vont alimenter la chambre intervileuse. Dans les grossesses gémellaires, les membranes vont avoir certaines particularités. Dans les grossesses gémellaires dizygotes, qui sont issues de l'implantation de 2 œufs distincts, chaque œuf va évoluer pour son propre compte, et vous voyez sur ces schémas le chorion en violet, la cavité amniotique et la vésicule vitelline qui vont évoluer pour chaque embryon, et on se retrouvera ainsi avec une grossesse gémellaire qui aura 2 chorions et 2 amnios. On parlera de grossesse gémellaire dichoriale diamniotique ou bichoriale biamniotique parfois, mais vous verrez que ça n'est pas seulement le cas dans les grossesses gémellaires dizygotes. En effet, on peut avoir l'implantation de 2 embryons distincts mais issus du même zygote, et on parle alors de grossesse monozygote. Si la séparation a lieu avant l'implantation, chaque embryon va évoluer pour son compte et on se retrouvera de nouveau avec des membranes qui seront dichoriales et diamniotiques ou bichoriales, biamniotiques. Mais dans ce cas, ce sera issu d'un seul zygote. Donc ce sera une grossesse gémellaire monozygote, dichoriale, diamniotique. Et chaque fœtus aura son propre placenta. On peut également avoir l'implantation d'un seul embryon, mais vous voyez sur le schéma que cet embryon va assez précocement avoir 2 masses cellulaires internes. Ces 2 masses cellulaires internes vont donner 2 boutons embryonnaires, où vous reconnaissez encore une fois la cavité amniotique, la cavité vitelline. Et ce qui va changer, c'est qu'il n'y aura qu'un chorion, puisque c'est issu du trophectoderme et que dans ce cas, il n'y a qu'un seul trophectoderme. Et vous voyez donc qu'à la fin, on aura une grossesse monochoriale avec un seul placenta partagé par les 2 jumeaux, mais que chaque jumeau sera dans sa poche amniotique et donc qu'il y aura 2 amnions. On parle donc de grossesse monozygote monochoriale biamniotique. Il faut savoir que pour les obstétriciens, ce sont les grossesses les plus embêtantes parce que du fait qu'il n'y a qu'un seul placenta, il peut y avoir des déséquilibres dans les circulations fœtales et surtout des anastomoses entre les 2 circulations fœtales, qui fait que l'un des jumeaux peut parfois bénéficier du maximum de vascularisation, volant sa vascularisation à l'autre, et on peut arriver à ce que l'on appelle un syndrome transfuseur-transfusé, où un fœtus est tout petit, tout maigre,
et l'autre fœtus est pléthorique, voire gonflé d'œdème, etc. Et ce gros fœtus transfusé est très en danger de mort in utero. Sur cette diapo, vous voyez encore un type différent pour les grossesses monozygotes. Vous voyez que l'implantation se fait avec un seul bouton embryonnaire, mais que 2 vésicules vitellines vont se voir précocement. Le développement des disques embryonnaires et des vésicules vitellines, chacune pour son propre compte, vont faire qu'il va y avoir développement de 2 embryons, mais ils n'entraîneront qu'une cavité vitelline autour d'eux. Il y aura une seule cavité amniotique et il n'y aura également qu'un seul chorion. On arrive alors à des grossesses monozygotes, monochoriales, monoamniotiques, qui sont les grossesses gémellaires les plus rares. La division se fait plus tardivement. Elles sont plus souvent compliquées sur le plan obstétrical puisqu'il y a des risques d'emmêlement des cordons avec des hypoxies aiguës, des arrêts de vascularisation de l'un ou des 2 jumeaux avec des morts in utero. Ces grossesses également sont parfois susceptibles d'induire des accolements sur certaines parties des fœtus et être à l'origine des jumeaux siamois. Parlons maintenant du liquide amniotique dans lequel baigne le fœtus. Il faut savoir qu'à la fin d'une grossesse humaine, il y a dans la mère 4 litres de liquide en plus. Environ 2,8 litres se trouvent dans le fœtus puisqu'il est composé en majorité d'eau. Le liquide amniotique représente 0,8 litres et le placenta à peu près 0,4 litres de sang circulant dans la villosité et dans la chambre intervileuse. Au milieu de la grossesse, cette augmentation du liquide se trouve pour moitié dans le fœtus et pour moitié dans le liquide amniotique. Donc, au plus on avance dans la grossesse, au plus la part représentée par le liquide amniotique diminue. Et ce liquide amniotique va être un reflet d'un transfert de la mère vers le fœtus, de tout un tas de choses qu'on va reprendre en détail et nécessaires au développement fœtal. Au départ, autour de 10 semaines d'aménorrhée, il n'y a que 30 ml de liquide amniotique. Il y a ensuite une augmentation rapide de la production du liquide amniotique, puisqu'autour de 16 semaines, on se trouve avec presque 200 ml de liquide amniotique. Et le maximum est obtenu vers 34 semaines d'aménorrhée. On compte en semaines d'aménorrhée en comptant 2 semaines depuis la date théorique des dernières règles, en supposant qu'il y a une ovulation au 14e jour. Et puis ensuite, les semaines supplémentaires sont des vraies semaines de gestation. Ainsi, quand on parle de 34 semaines d'aménorrhée, il y a 32 semaines de gestation et 2 semaines qu'on rajoute par rapport à la date des dernières règles. 34 semaines d'aménorrhée, ça correspond à 7 semaines avant la fin d'une grossesse. Donc c'est un peu plus de 7 mois. Il faut savoir que le liquide amniotique diminue progressivement avec le terme. Et par contre, après le terme, quand on parle de grossesse post-terme, on perd 150 ml par semaine. Donc c'est pour ça qu'il est très dangereux de dépasser son terme pour un fœtus, même s'il ne le fait pas exprès, que c'est plutôt une anomalie des mécanismes de régulation. Mais au moins le liquide de fœtus, au moins il bouge et au moins il va supporter les contractions, puisque nous le verrons, le liquide a un rôle d'amortisseur.
Il est évident que le volume du liquide correspond à la somme des entrées et des sorties du liquide. Au stade précoce, c'est-à-dire avant la kératinisation du fœtus, avant la mise en place de sa peau, il y a un transport direct à travers l'amnion et c'est principalement régulé par des transports passifs d'eau et là, les aquaporines ont un rôle primordial. Dans la seconde moitié de la grossesse, à partir de la 16e semaine en fait, d'aménorrhée, on voit des sécrétions fétales actives, une résorption membranaire et une résorption placentaire. Le liquide amniotique est un liquide complexe qui est plutôt peu osmolaire, donc on dit qu'il est hypoosmolaire. Il est composé à 99% d'eau et d'électrolytes, mais on y trouve également du glucose, des lipides qui vont avoir un rôle dans les sécrétions du poumon du fœtus, qui vont être sécrétés par les poumons du fœtus, et on se sert de ceci pour calculer parfois la maturité du poumon fœtal. On peut faire un prélèvement de liquide amniotique, calculer le rapport de certains lipides, et on calcule en particulier le rapport lécithine sur sphingomyéline. Si ce rapport est supérieur à 2, on sait que les poumons fœtaux sont suffisamment matures pour envisager une naissance sans complications respiratoires. On trouve également des protéines dans ce liquide amniotique, et ces protéines ont une grande part dans les capacités bactéricides du liquide amniotique. On trouve également des cellules épithéliales fœtales qui ont desquamé de la peau du fœtus, et c'est par l'analyse de ces cellules que l'on peut obtenir un karyotype fœtal quand on fait un prélèvement de liquide amniotique qu'on appelle amniosynthèse. Vous voyez donc qu'il n'est pas facile de faire une amniosynthèse avant environ 16 semaines d'aménorrhée, puisque la quantité de liquide est trop minime. Le liquide amniotique a de nombreux rôles. En particulier, il participe à la protection hydraulique du fœtus. Il a un rôle d'amortisseur. Il le protège des coups qui peuvent être reçus par la mère ou qui seraient provoqués par les mouvements, puisque le fœtus a de plus en plus d'inertie dans l'utérus maternel. Il participe également au maintien de la forme de l'utérus. Il participe à la thermorégulation du fœtus, puisque le fœtus n'a aucun autre mécanisme de thermorégulation. Il faut faire attention à ceci parce que si la mère a de la fièvre, le liquide amniotique va avoir une certaine inertie, mais il va progressivement chauffer. Et le fœtus ne possédant aucun système de thermorégulation, il va être beaucoup plus sensible à la fièvre. Et il faut absolument lutter pour refroidir le liquide amniotique par les moyens extérieurs, comme mettre une vessie de glace par exemple. Le liquide amniotique va également permettre les mouvements du fœtus qui vont participer à son développement, faire en sorte que ses articulations ne soient pas grippées, entre guillemets. Il va lui permettre de bouger également autour de son cordon sans l'écraser, sinon il n'aurait plus de circulation. On a particulièrement parlé On a parlé également des propriétés bactériostatiques du liquide amniotique qui va empêcher certaines bactéries de se développer. Il a également un effet anti-inflammatoire, puisque tout est fait pour maintenir la grossesse et que l'inflammation pourrait provoquer des sécrétions de prostaglandines qui sont des substances qui vont induire des contractions. Le liquide amniotique est également important
pour que le fœtus puisse faire des mouvements de respiration pour déplier ses poumons, ainsi que des mouvements de déglutition qui vont maturer son système respiratoire et son système digestif. En résumé, sur cette diapo, vous voyez que plusieurs choses participent à la production du liquide amniotique. 5 mécanismes ont été identifiés. Premièrement, les sécrétions fœtales par le rein fœtal et les urines fœtales. Deuxièmement, un mécanisme de déglutition qui va avoir lieu dans les deux sens avec une excrétion de liquide mais aussi une ingestion qui va participer à la recirculation du liquide et à la production rénale. On a également mis en évidence un rôle important pour les poumons fœtaux qui participent à l'excrétion de certains composants du liquide amniotique, on l'a vu avec les liquides, mais également à une partie de l'eau et des électrolytes. Le quatrième mécanisme de participation au liquide amniotique, ce sont les membranes fœtales et le placenta. On sait maintenant que ce sont des mécanismes de régulation rapide de la quantité de liquide. Et il y a également une participation de tous les dérivés de l'épiblaste, c'est-à-dire la peau et la paroi du cordon ombilical, qui vont également participer aux échanges et aux régulations de la quantité de liquide amniotique. Les urines vont avoir une participation majeure à la composition et à la quantité du liquide amniotique. Les premières urines seront émises vers 11 semaines d'aménorrhée et la production sera vraiment très importante dès la deuxième partie de la grossesse, aux environs de 20 semaines. Il faut savoir que seront produites 110 ml par kilo et par 24 heures à 25 semaines et presque 2 fois plus, 190 ml par kilo et par 24 heures à 39 semaines. En moyenne, à terme, un enfant de 3 à 4 kg fabriquera 700 à 900 ml d'urine par 24 heures. Vous avez vu que ceci ne représente pas la totalité du liquide amniotique, c'est un volume qui est supérieur au liquide amniotique que l'on retrouve à terme et il va y avoir des phénomènes de résorption. La déglutition du fœtus participe aussi à la mise en équilibre du liquide amniotique. Il faut savoir que le phénomène de déglutition est concomitant des premières urines et qu'à terme, le fœtus va déglutir environ 700 ml par 24 heures. Si on regarde le fœtus en échographie, on le voit gonfler ses poumons, entre guillemets, et en fait, ceci crée une dépression qui fait que le liquide va pénétrer à l'intérieur de sa cavité buccale et qu'il va respirer de l'eau, entre guillemets. Ce que l'on appelle le phénomène de déglutition ne prend pas en compte le liquide produit par les poumons. C'est plutôt le liquide qui recircule et qui reparticipe à la production urinaire. La participation de cette déglutition est majeure dans la deuxième partie de la grossesse. Il serait intéressant de se souvenir de ces précisions parce que suivant le moment où on va observer une anomalie de la quantité de liquide amniotique, on pourra s'orienter vers tel ou tel système pour l'incriminer dans l'anomalie. On sait depuis quelques années que les poumons participent au liquide amniotique et ils sont la deuxième source de production du liquide amniotique. Leur rôle est particulièrement important dans la seconde moitié de la grossesse et on sait qu'ils produisent entre 200 et 400 ml par 24 heures en moyenne
ceci représente 10% du poids fœtal. Donc vous voyez que ça évolue suivant le terme. Ces sécrétions sont médiées par un transport actif des ions chlorides à travers la membrane épithéliale qui recouvre le poumon. Et le phénomène de ligature de la trachée a parfois été utilisé pour développer les poumons. Dans certains cas de poumons hypoplasiques, on a utilisé le phénomène de sécrétion par les poumons pour les développer. On a ainsi lié la trachée et le liquide s'est accumulé dans les poumons et a forcé, entre guillemets, le développement des poumons et leur division dichotomique. Concernant la participation des membranes et du placenta, il y a de nombreuses expériences qui ont été faites particulièrement chez les moutons et qui ont permis, par exemple, d'enlever les reins et de voir comment le liquide se régulait quand on le mettait dans la cavité amniotique, ou d'empêcher la déglutition, ou enfin tout un tas de choses que l'on ne peut pas faire chez l'humain. Et ceci nous a permis d'apporter une preuve de la participation des membranes elles-mêmes et du placenta à la régulation de la quantité de liquide amniotique. Et l'on sait maintenant qu'on peut utiliser le liquide amniotique comme une voie d'administration thérapeutique. On peut par exemple y injecter des hormones hydrophiles et on sait qu'elles vont passer par la voie intramembranaire vers le fœtus. La participation de la peau est un phénomène qui est surtout important au début de la gestation, avant la kératinisation. Elle diminue, je reprends, ce phénomène diminue progressivement et on sait par exemple que les prématurés, dont la peau est moins kératinisée et plus fine que les enfants à terme, vont se déshydrater plus rapidement. On peut observer, comme je vous le disais précédemment, des anomalies de la quantité de liquide amniotique. Et on va les ranger en deux grandes causes, l'hydramnios et l'oligoamnios. L'hydramnios est principalement dû à un défaut d'élimination du liquide amniotique. On peut le voir en cas d'atrésie des coanes, de fente labiale, de fistule œsophago-trachéale, d'atrésie de l'œsophage ou d'imperforation anale. On le trouve également présent dans les cas où la déglutition fœtale est absente. C'est le cas des anomalies neurologiques, des anomalies de mouvement et de certains défauts de mouvement et de déglutition qui sont induits par certains médicaments certains médicaments comme les antiépileptiques. On peut également avoir un défaut d'élimination d'une production trop importante. Je m'explique. Il peut y avoir une polyurie, un fœtus qui va uriner plus que normalement, lié à une anomalie du rein. Ça peut être également lié à des accidents vasculaires cérébraux fœtaux qui vont déréguler les systèmes de commande osmolaire des urines ou à un diabète. Normalement, en cas de polyurie, il devrait y avoir une certaine compensation, mais parfois, tous les phénomènes de réabsorption par les membranes, le placenta, sont débordés et la polyurie va entraîner un hydramnios. Les défauts de production du liquide amniotique qui vont donc donner des quantités très petites de liquide amniotique peuvent être liés à certaines anomalies rénales où on va avoir une oligurie, c'est-à-dire un fœtus qui urine trop peu. Il peut y avoir également une agénésie rénale, donc sans rein, pas d'urine. On peut voir également certaines obstructions du tractus urinaire
Ceci va entraîner une diminution du liquide amniotique, mais d'autres anomalies vont se voir à l'intérieur du fœtus par accumulation de ces liquides qui ne sont pas excrétés. Dans les insuffisances placentaires, on voit une hypovolémie et une hypoxie qui vont diminuer le métabolisme fœtal, et ceci va amener à une petite production de liquide amniotique tant par l'urine que par les poumons. Et enfin, certaines fois, on va avoir une absence de sécrétion pulmonaire dans certaines anomalies, comme par exemple l'atrésie de l'œsophage. Vous voyez que la quantité de liquide amniotique a un lien direct avec la mortalité que l'on peut voir pendant la grossesse. Chez des enfants à terme, dans le 9e mois de grossesse, on a mesuré par échographie la plus grande citerne de liquide amniotique et vous voyez qu'entre à peu près 3 et 8 cm, la mortalité est très minime. Vous voyez en revanche que pour une quantité de liquide diminuée inférieure à 3 cm ou augmentée supérieure à 8 cm, on a une augmentation très rapide des taux de mortalité. Ceci peut être une conséquence de la cause qui crée l'anomalie de la quantité de liquide, mais ceci peut être également un reflet des mécanismes protecteurs et régulateurs de la quantité de liquide amniotique. Un mot maintenant sur l'utilisation du cordon, du placenta et des membranes, parce que je pense que vous verrez se développer leur utilisation, puisque c'est une mine de cellules souches, d'abord par le sang de cordon, puisque se développent de plus en plus des banques, alors des banques non privées en France et à usage non autologue, mais dans d'autres pays à usage autologue moyennant finance. On utilise également des greffes de membranes sur des cornées ou pour obtenir des cicatrisations dirigées sur des plaies très importantes. Et le placenta est en train d'être exploré avec des perspectives d'avenir très importantes. En particulier, le placenta serait producteur de cellules souches de la lignée hématopoïétique et pourrait donc participer à la production de certaines lignées hématopoïétiques. On est loin d'obtenir un sang issu de placenta utilisable par tous, mais enfin il est important que vous ayez en tête ces notions parce que ceci devrait se développer dans les années à venir. Nous allons maintenant détailler les structures que l'on retrouve dans le cordon ombilical. Si l'on fait une coupe du cordon ombilical primitive, si l'on fait une coupe du cordon ombilical primitif autour de 8 semaines d'aménorrhée, vous voyez que l'on a d'une part toujours le canal vitellin bien visible avec les vaisseaux vitellins qui sont au nombre de 4, 2 artères et 2 veines. Ils se trouvent dans le cellome externe et sont entourés par ce qui deviendra vraiment le cordon ombilical. On voit en bas l'allantoïde central et les structures qui persisteront, la veine et les 2 artères ombilicales. Nous avons tous eu de la veine d'avoir 2 artères. Voilà pour ne pas oublier. Et ne pas confondre avec les vaisseaux que l'on retrouve autour du canal vitellin, qui sont les vaisseaux vitellins qui sont au nombre de 4. L'amnios recouvre bien sûr toute la surface externe du futur cordon ombilical. Si l'on prend une coupe un petit peu plus
tardive, on peut avoir, suivant le niveau auquel on se place, on peut avoir, selon le niveau auquel on se place, un dérivé. Je recommence. Si l'on se place un petit peu plus tardivement, et selon le niveau de coupe, au plus on va être proche du fœtus, au plus on a des chances de voir ces structures, vous voyez que là où se trouvait le canal vitellin, peuvent apparaître des anses intestinales que l'on voit en coupe. Ceci explique que l'on puisse trouver, jusqu'à la fin du premier trimestre de la grossesse, une hernie physiologique à la base du cordon ombilical, et ceci explique également qu'à la naissance, avant de couper le cordon ombilical, on vérifie que les anses intestinales ne soient pas restées légèrement extériorisées dans ce cordon ombilical. Vous retrouvez ensuite les structures qui vont toujours être représentées, l'allantoïde qui dégénère petit à petit, la veine et les deux artères. Le tout se trouve dans une substance qui donnera plus tard la gelée de Wharton, qui est une substance amorphe, quasiment acellulaire, et qui va avoir un rôle de protection autour de la veine et des artères. Macroscopiquement, le cordon ombilical doit mesurer au moins 50 cm à terme, sinon on parle de cordon court et ceci peut avoir des effets sur la mobilité du fœtus et ceci peut être dangereux lors de certains mouvements. Il peut être également très long, on décrit des cordons jusqu'à 1 mètre, mais ceci n'est pas pratique pour le fœtus qui aura beaucoup plus de facilité à s'enrouler dans le cordon et à avoir des anomalies qui peuvent aller jusqu'à la striction du cordon. On parle alors de circulaire du cordon qui peut se mettre autour du cou, du pied, de n'importe où, mais qui peuvent être à risque. Macroscopiquement, le cordon a une structure torsadée avec des spires qui sont toujours dans le même sens et qui ne doivent pas être trop nombreuses puisque l'on en trouve 3 à 4 par 10 cm. Le diamètre du cordon est de 1 à 1,5 cm. Et si tout s'est bien déroulé, le cordon est inséré de façon centrale sur le gâteau placentaire. Il y a quelques risques spécifiques liés au cordon pendant la grossesse que nous avons évoqués. Des nœuds sur le cordon. Donc les nœuds ne sont pas forcément serrés et des enfants peuvent naître vivants avec une croissance normale mais avoir fait des nœuds dans leur cordon lors de leur développement en passant dans une boucle. Le cordon peut être très mal centré et même être inséré sur les membranes et c'est le cas de la photo que vous avez en bas. On parle alors d'insertion vélamenteuse du cordon. Ceci est à risque lors de la rupture des membranes puisque les vaisseaux peuvent saigner lors de la rupture des membranes et provoquer des hémorragies cataclysmiques. Il est évident aussi qu'avec une insertion comme ça, le rendement du placenta va être inférieur et la croissance fœtale va être diminuée. Vous voyez sur la photo du haut un cordon relativement centré et vous voyez les spires qui apparaissent. On en voit très bien 5 sur cette photo. Un cordon trop torsadé va provoquer des strictions et peut être source également de mort in utero.